Hello mes poulets, hello les nighties, oui. La déclaration du début, vous l'avez très bien compris. L'épisode d'aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui, se trouve sur les deux plateformes. Donc sur Night Confessions, mais aussi sur la chaîne YouTube, parce que c'est un gros sujet, surtout de ma place. On va étayer ça un peu plus tard. Mais je me suis dit, j'ai pas envie de le cantonner que à YouTube, mais j'ai pas envie ainsi de le cantonner uniquement au podcast. Donc let's go, plus on est de fous, plus on rit. Peut-être qu'il y en a, ça va les motiver à venir me suivre sur YouTube et d'autres à aller écouter mon podcast. Who knows? Vu que j'ai un profil qui est très pop culture également, je me suis dit qu'il était temps d'en parler. Ça fait 1 semaine et demie que je suis sur le script. Je l'ai fini depuis peut-être 2 jours, j'attendais le moment parfait pour me poser, me mettre en place. Mais donc c'est 1 semaine et demie de script, c'est beaucoup de recul, c'est beaucoup de lecture, c'est beaucoup de visionnage, donc j'espère que vous allez kiffer. Vous me savez ultra fan de Beyoncé parce que vous savez normalement, si vous me suivez, que c'est ma number one, que au-dessus c'est littéralement le soleil. Et également je suis une grosse fan des sons que Jay-Z a pu sortir. Je consomme leur musique à tous les deux. Mais si, assez bizarrement, parce que là je vous dis j'aime les sons de Beyoncé, c'est ma number one, et de l'autre côté j'aime les sons de Jay-Z, assez chelouement, la mixture des deux, à savoir leur couple, c'est quelque chose que je n'aime pas beaucoup. Et donc aujourd'hui, nous allons dresser la timeline de leur couple, ainsi que tous les scandales et les rumeurs qui peuvent les entourer, et on va gratter ça. Je vous préviens juste de prime abord, on va pas aller parler de soi-disant contrats signés avec le diable, ainsi que de sorcellerie et ces choses-là, on va parler de choses que l'on peut prouver aujourd'hui. Donc asseyez-vous bien ou continuez ce que vous faisiez, je vais vous accompagner et j'espère que vous allez aimer toute notre discussion et ma fouille archéologique du couple Jay-Z-Beyoncé. Et dans un premier temps, on va donc se tourner vers la chronologie de leur histoire. Depuis que le couple Carter-Knowles existe, on va dire que les spéculations ne font que les entourer et les suivre. Et je me suis dit avant toutefois de pouvoir se plonger dans ces dites spéculations, ça pourrait être super cool de s'intéresser uniquement à la chronologie pour voir tout ce qui a pu se passer depuis la naissance de leur couple. Parce que je sais que beaucoup de personnes savent qu'un jour ils se sont mariés, ils ont eu des enfants et nous sommes là aujourd'hui, mais on va prendre ça au pas à pas. 2000, c'est l'année à laquelle Beyoncé dit avoir commencé à fréquenter Jay-Z. Et d'après ses dires, ce n'est que 1 an et demi avant, donc quand elle avait 18 ans, qu'elle a rencontré ce très fameux Sean Carter, aka Jay-Z. Mais donc de manière romantique, c'est quand elle avait 19 ans et demi qu'ils ont commencé à se fréquenter tous les deux, et pour le petit calcul et vous amuser, il avait, et a toujours, 12 ans de plus. C'est-à-dire que lorsque Beyoncé avait 19 ans et demi, il avait donc une trentaine d'années. Vous m'avez bien entendu, 12 ans d'écart, et il avait une trentaine d'années quand elle en avait à peine 19. Et encore une fois, comme on le souligne très souvent, surtout sur les couples de stars, très bizarrement, les officialisations se font uniquement quand une personne commence à être majeure. Donc on peut très rapidement s'attendre au fait qu'il ait pu lui tourner autour auparavant. Et nous appelons ça du grooming. 2003, Beyoncé sort le son Crazy in Love en featuring avec Jay-Z sur l'album Dangerously in Love. Et à ce moment-là, attention, leur relation n'est toujours pas officielle. Le public à ce moment-là commence à se douter de quelques petites choses, mais étant donné que rien n'a été officialisé, on ne peut rien dire. Mais c'est ce qui amène aussi énormément de flou quant à la réelle date du début de leur relation. Est-ce que tout compte fait, Jay-Z n'était pas là longtemps avant la majorité de Beyoncé? 2004, lors de la cérémonie des MTV VMA, le couple fait son premier tapis rouge ensemble et ça y est, il n'y a plus aucun doute, ils sont bel et bien en couple. 2008, au mois d'avril, ça y est, let's tie the knot, Beyoncé et Jay-Z se marient dans une cérémonie qui est secrète où ils ont réellement uniquement leurs plus proches autour d'eux et ils l'ont fait dans un lieu où ils savaient qu'ils ne pouvaient pas être suivis par des paparazzis. Ça a été le penthouse de Jay-Z sur Manhattan. Très bon choix de lieu, vous allez me dire, au moins tu es sûr et certain que c'est une cérémonie que entre vous. Par la suite, Beyoncé a expliqué que s'ils ont entre guillemets autant attendu, c'est parce que c'était son choix à elle, dans la mesure où elle s'est toujours dit que si elle se mariait un jour en fait, c'était en étant certaine et qu'elle ne voulait absolument pas le faire avant d'avoir 25 ans, parce qu'elle considérait qu'avant 25 ans, elle avait besoin de vivre pleinement sa vie, et surtout qu'elle ne se connaissait pas en tant qu'adulte avant au moins cette période-là. 2011, nouvelle cérémonie des MTV VMA, mais attention cette fois-ci, pendant que Beyoncé est sur scène en train de nous interpréter Love on Top, elle déboutonne sa veste, et là, baby bump, on apprend donc que le couple Carter-Knowles attend leur premier enfant. 2012, ça y est, en janvier, le bébé star Blue Ivy voit le monde, et c'est uniquement, et je comprends totalement, 1 mois après sa naissance, que le couple Carter-Knowles décide enfin de partager une photo de leur aîné sur les réseaux sociaux. Vous connaissez les paparazzis, ils ont dû les esquiver ardemment, avant toutefois de saisir ce moment pour le vivre par eux-mêmes. Et à cette époque, je crois que c'est limite une des premières fois où on voit Beyoncé d'une manière un peu plus
entre guillemets vulnérable, dans le sens où, après la naissance de Blue Ivy, elle est invitée bien sûr dans plusieurs talk shows, elle répond à de très rares interviews parce que Beyoncé contrôle énormément son image, et elle va très peu en interview justement pour cette raison, et elle commence à parler de son parcours dans les grossesses, mais surtout des fausses couches qu'elle a dû endurer. En 2013, à la fin de l'année, Beyoncé nous sort un album du même nom, et sur cet album-là, vous devez obligatoirement savoir qu'il y avait le très fameux son Drunk in Love, en feat avec Jay-Z, son mari. Que ce soit au niveau des lyrics ou au niveau du clip, c'est assez simple en vrai, et on va être honnête, on le sait. Il y a de la sensualité, il y a de l'amour, il y a de la sensualité, il y a de la sexualité. En fait, tu sens que c'est monsieur et madame, et que tout va bien, genre t'as vraiment vu ça. C'était en mode limite un peu un couple goals. On est mariés, on est parents, mais regarde comme on est encore hyper sexy ensemble, et on parle un peu de notre vie, et de tout ce qu'on vit, et de nanani, et de nanana. 2014, alors que quelques mois auparavant, sur scène lors des Grammy Awards, notre couple performait justement Drunk in Love en live, nous arrivons à l'after party du Met Gala. La très fameuse soirée où une vidéo fuite et où on voit Solange Knowles, la petite sœur de Beyoncé, attaquer Jay-Z physiquement dans un ascenseur. De ce côté-là, jamais le couple ne s'est vraiment expliqué, et pareil Solange, ils ont tous un peu adopté ce discours assez unanime, et qui est aussi, je suis désolée, le discours du mytho de dire on avait nos petits soucis, on a réglé ça en famille, bon ok d'accord, mais vous savez comment ça se passe dans ces moments-là. Et surtout ça concerne Beyoncé et Jay-Z, donc tout le monde a sauté sur l'occasion pour commencer à balancer des hypothèses à tout va. Et surtout, la première hypothèse et celle qui est restée pendant très longtemps et que dans tous les cas on pense très très vrai, c'est celle autour d'une potentielle infidélité de Jay-Z et Solange qui ce soir-là avait un peu trop bu et potentiellement fumé ou pris quelque chose, avait réagi en défense de sa sœur, parce que derrière ça, quand les caméras de surveillance ont partagé certains clichés où on les voyait tous les trois sortir de ce dit ascenseur, où everything goes down with $1 billion on an elevator, c'est assez simple, il y avait un petit sourire en coin de la part de Beyoncé, ce qui semblait quand même un peu nous dire quelque chose. 2016, au début du printemps, Beyoncé nous sort ce qui est mon album fave de sa part, Lemonade, qui au final est beaucoup plus un journal intime qu'un album à proprement parler, où elle nous parle énormément de son mariage, de l'infidélité qu'elle a subie, du travail qu'ils ont dû faire justement avec Jay-Z là-dessus, et du chemin vers le pardon et la rédemption. Et vous imaginez, ça fait patatras et tout se relie par rapport à cet incident de l'ascenseur, mais à ce moment-là, le couple ne dit rien, le couple ne valide pas, le couple ne vous dit pas est-ce que c'est un coup marketing, est-ce que je vous raconte juste une histoire, est-ce que au final cet album est vraiment réel et là je vous raconte ma vie, il y a rien qui est dit. Toutes les spéculations vont de bon train bien sûr, et c'est ça aussi la force du marketing chez Beyoncé. Et à cette époque, la seule personne qui parle, c'est Tina Knowles, la maman de Beyoncé, qui à ce sujet-là, quand elle a été interviewée, a répondu « It could be about anyone's marriage. I think that everybody at one time or another has been betrayed and lied to, and it's about the pain, and it's about the healing process, and it's about how do you get past that and move on ». Et donc, en français, ça pourrait être au sujet du mariage de n'importe qui. Je pense qu'un peu tout le monde, à un moment ou un autre, a été trahi. On a pu te mentir. Et donc tout ça, c'est au sujet de la douleur, c'est au sujet du processus de guérison, et c'est surtout au sujet de comment je surmonte ça et je vais de l'avant. 2017, attention en février, patatras, le post qui a 10 millions de likes sur Instagram, Beyoncé annonce sa grossesse des jumeaux, et l'été suivant, Sœur et Rumi voient le jour. Et le même mois, Jay-Z sort l'album 444, dans lequel il y a des lyrics qui, à mon sens, sont juste un aveu. Dans tous les cas, il a fini par avouer, mais c'est un aveu de l'infidélité envers Beyoncé. Il disait dedans « I apologize, our love was one for the ages and I contend us ». He says in the lyrics « And if my children knew, I don't even know what I would do. If they had looked at me the same, I would probably die without a shame. » Et donc en français, je suis désolée, notre amour était au-delà de tout, intemporel, et je nous ai rabaissés. Et si mes enfants étaient au courant, je ne sais même pas ce que je pourrais faire. Si jamais ils commençaient à ne plus me regarder de la même manière, je mourrais avec toute cette honte. Et donc, la sortie de 444, de l'interview de Tina Knowles, l'album Lemonade, tout commence dans tous les cas à venir s'imbriquer les uns dans les autres. Et peu de temps après, Jay-Z répond à une interview pour le New York Times, et où dans le très long et très intéressant entretien, dans tous les cas, vous avez toutes mes sources en barre d'infos et l'entretien du New York Times, où ça y est, il met les points sur les i, oui, il a trompé Beyoncé, il lui a fait du mal,
Et il revient dessus, sur le chemin du pardon qu'elle a pu lui accorder et sur toute la thérapie que lui a suivie derrière pour sortir de ce cycle néfaste dans leur couple et pour aller vers le mieux. Donc comment vous dire que déjà que j'étais pas vraiment à fond sur leur couple dans la mesure où moi les couples avec les écarts d'âge comme ça je trouve ça sale, surtout quand ça se rencontre avec madame qui est aussi jeune et que derrière en plus tu fais du mal à ma fave, enfin c'est-à-dire que Jay-Z, je le voulais sur un pilori. 2018, c'est ni plus ni moins que l'année de Beachella, aka le show de Coachella le plus mémorable de tous les temps, qui bien sûr a été orchestré par Beyoncé. Ni plus ni moins. Et juste quelques mois après, avec Jay-Z, ils sortent leur album en commun, Everything is Love, qui contient entre autres la grosse pépite Ape Shit qui a été tournée, vous le savez, au Louvre ainsi qu'à Pantin. En 2022, Bee nous sort l'album Renaissance qui, comme le nom l'indique, c'est vraiment sa renaissance parce que elle prend un énorme virage musical et elle arrive à une maturité artistique qui est hyper intéressante de tenter des choses, de jouer avec des genres dans lesquels on ne l'avait pas vu jusque-là. Et entre autres, ça lui vaut sa 88e nomination aux Grammy Awards, qui en fait de toute l'histoire de tous les artistes de cette planète la personne la plus nominée. Et jusqu'à aujourd'hui 2024, on a eu la sortie de l'album Cowboy Carter qui est justement continue dans cette veine de tenter des choses parce que cette fois-ci on est sur de la country. Elle a sorti sa marque capillaire Sacred que je testerai un de ces quatre et je vous ferai un honnête review, une marque d'alcool et Jay-Z continue à exister dans tous les cas, juste à côté d'elle. Mais donc en deuxième temps, on va quand même se pencher sur toutes les controverses derrière le couple Jay-Z-Beyoncé. Alors déjà on va commencer avec quelque chose de très factuel, c'est que des rumeurs, il y en a des paquets. Mais des faits prouvés, il y en a un peu moins. Mais à mon sens, je trouvais ça quand même assez intéressant de pouvoir, là, dans cette deuxième partie, vous parler un peu des deux. Du fait prouvé comme des énormes rumeurs, parce que, quelque part, souvent on dit, il n'y a pas de fumée sans feu, et ça peut te donner quand même, au final, une certaine idée d'à qui on a affaire. Même si, encore une fois, toutes les rumeurs autour de personnes ne sont pas obligatoirement réelles. Mais des fois, quand ça pue beaucoup, c'est peut-être qu'il y a du caca. C'était littéralement la pire analogie que je pouvais faire de toute la planète. Au tout début, je vous ai parlé de leur différence d'âge qui n'est absolument pas à mettre sur le bas-côté. C'est quelque chose dont il faut parler, je trouve ça absolument très sale. Ça m'a enlevé énormément de respect que j'avais pour Jay-Z en tant qu'artiste, comme homme qui a fait évoluer le rap, qui l'a mis dans d'autres sphères aux côtés de gens comme Dr. Dre en fait. Parce que je trouve ça très sale, même si vous allez me dire maintenant c'était peut-être une autre époque. Je suis désolée, à aucun moment, à aucune époque, c'est quelque chose qui devrait être normal. Quand tu as 19 ans et qu'en face, il y en a 31, ce n'est pas normal. Mais donc, à mon sens, ça amène surtout à se poser une autre question derrière ça. Est-ce que Jay-Z et Beyoncé, c'est un couple par amour ou est-ce que Jay-Z et Beyoncé, c'est un couple pour le marketing, le pouvoir, l'argent ? Parce qu'au final, en se mariant, Jay-Z et Beyoncé, ils ont créé le power couple. À côté de ça, que ce soit Kanye West et Kim, ainsi que le couple qui se retrouve dans la Maison Blanche, ce sont des petits joueurs. Ce mariage, ça a également fait perdurer leur carrière à l'un et à l'autre. Ça te permet aussi de sortir de tes microcosmes, parce que même si dans la mesure où tous les deux sont mondialement connus, à partir du moment où tu fréquentes une autre personne, qui plus est dans le monde de la musique, ce sont des univers qui se croisent encore plus. Alors oui, ils sont tous les deux à peu près dans les mêmes univers, dans le sens où Beyoncé, elle est surtout dans du R&B à l'origine, avant de prendre aussi pas mal de pop. Jay-Z est dans le rap, et ils se sont croisés plein de fois, et ils ont croisé des gens avec qui ils se sont croisés, vous avez compris un peu tout le délire. Mais toujours est-il que c'est quelque chose qui te propulse encore plus, et donc ils ont fait perdurer leur carrière respective, mais aussi et surtout via leur collaboration, ils ont pu atteindre des nouveaux niveaux. Par exemple, on va penser à la tournée Underground Tour, qui était donc pour eux deux, qui a généré, écoutez-moi bien, un peu plus de 253 millions de dollars. On pensera aussi à la plateforme de streaming musical Tidal qui appartenait à Jay-Z et qui était énormément mise en avant par Beyoncé. Je peux même vous dire qu'à une époque, si tu t'inscrivais via Tidal, tu avais les avant-premières pour acheter tes places de concert pour Beyoncé ou pour écouter les albums. Donc c'est vraiment mis en avant par eux deux. Quand Jay-Z a fait la vente de Tidal, ça a augmenté de 40% son net worth. C'est énorme. On parle d'un homme qui était déjà plein de thunes. Donc pour Jay-Z, qui en soi avait déjà une super belle place dans le monde du rap, se mettre en couple et épouser celle qui sortait à peine des Destiny Childs et qui donc devenait une star montante, c'était le plus bel investissement du siècle. Et de ce côté-là, Beyoncé n'est pas en reste, parce qu'elle se met en couple et épousait aussi ce qu'on appelle un rap mogul, donc vraiment, il était dans les figures, et il est encore les plus éminentes du rap. Il fait vraiment partie des darons de ceux qui ont permis à ce mouvement d'arriver là où il est très mainstream aujourd'hui, et où même des personnes blanches de famille aisée
peuvent justement s'identifier à ça quand c'est un mouvement un peu contestataire, très contestataire, qui est vraiment dans des groupements noirs à l'origine, dans des ghettos. Et en plus, c'est un businessman, et en plus, il connaît du monde. Enfin bref, pour tous les deux, c'était très clairement avantageux. Bon, après ça, je vais être obligée de passer dessus quand même. Les deux zinzin-tri, parce qu'à mon sens, c'est vraiment ça qu'on entend le plus au sujet du couple Carter-Knowles, c'est concernant les Illuminati et des potentiels pactes avec le diable. Petite définition des Illuminati, si jamais vous connaissez pas du tout ça, ou que vous avez peut-être juste une vague idée de ce que c'est. Alors déjà, le complot des Illuminati, parce que c'est plutôt ça, c'est un complot conspirationniste qui se base sur une société conspirationniste selon laquelle la société des pensées des Illuminés de Bavière, donc on est en Allemagne à l'origine, ok, qui a été historiquement dissoute en 1785, que cette société des Illuminés de Bavière, elle aurait perduré et que son but c'est de contrôler le monde, c'est d'être les plus puissants et d'être à la tête de tout. Genre, ils ont un plan secret de domination, tout ça et tout. C'est une société secrète qui aurait des signes représentatifs comme un triangle, une pyramide, un œil dans un triangle, un œil dans une pyramide. Vous avez très souvent vu ça. Et énormément de personnes pensent que beaucoup de stars, Beyoncé, Jay-Z inclus bien sûr, mais je pensais à Rihanna, à Lil Wayne et plein d'autres mondes, feraient partie de ces Illuminati. Et entre autres, du côté de Jay-Z et Beyoncé, c'est surtout parce qu'ils ont souvent un signe qu'ils font avec les mains, qui d'après les gens serait un triangle ou cette pyramide, mais qui en fait représente un diamant parce que Jay-Z a sa société de prod, son label derrière qui s'appelle Rock Nation, et Rockefeller, le mot rock veut dire une pierre, et donc là ils font une pierre parce que c'est un diamant, et ça a été expliqué plein de fois, mais les gens aiment voir des signes. Et tout comme cette histoire de pacte avec le diable, vraiment ces deux trucs là je suis obligée de vous en parler parce qu'il faut en parler, mais je les prends plus qu'à la légère parce que ce truc de pacte avec le diable que les stars auraient signé, que à ce qui paraît quand tu mets en reverse des paroles ça te dit des choses et je ne sais pas quoi, première chose, franchement s'il vous plaît montrez-moi le pacte. Montrez-les-moi les pactes, montrez-moi des vidéos de signature avec le diable, montrez-nous ces choses-là. Parce qu'en fait, ce qui me rend assez zinzin avec ces histoires-là, c'est qu'on a l'impression d'être dans l'occulte qu'on a très souvent au bled, où pour expliquer la réussite financière d'une personne, on te dit « cette personne, elle a marabouté quelqu'un, elle a dû faire un sacrifice ». C'est arrivé à ma daronne, quand elle avait commencé à réussir financièrement au Cameroun, ça lui est tombé dessus des gens qui étaient là en mode « non mais c'est sûr, elle a fait des sacrifices, il s'est passé quelque chose pour qu'elle réussisse ». Et en fait, j'ai l'impression qu'avec ce truc de pacte du diable et nan, c'est tout le temps ce même délire, ce folklore-là, où on n'a pas envie de vouloir expliquer la réussite de quelqu'un par le fait de son talent, le fait des contacts, et le fait de juste écraser d'autres carrières. Et ça, c'est pas un pacte avec le diable, c'est ce dont on va parler plus tard, et c'est des choses qui arrivent dans tous les domaines. Mais ces deux faits-là, c'est pas pour défendre Beyoncé ou quoi que ce soit, j'aurais la même défense sur Lil Wayne, la même sur Rihanna, la même sur n'importe quelle personne, parce que, arrêtez s'il vous plaît. Là-dessus, il serait bien qu'on évolue et qu'on voit les réels problèmes qui existent et qu'on peut prouver et qu'on laisse l'occulte, surtout cet occulte-là, de côté. Et justement, on va s'axer sur les carrières disparues maintenant. La réussite de beaucoup de personnes s'explique assez facilement par des contacts, un acharnement au travail, mais aussi des carrières d'autres personnes qui se font détruire. Et Beyoncé comme Jay-Z sont un mélange de tout ça. C'est-à-dire que ce sont deux personnes qui sont très talentueuses. Ce sont des personnes qui ont des contacts, surtout maintenant. Et ce sont des personnes qui ont mis fin à beaucoup de carrières. Ce sont des personnes qui ont empilé, entre guillemets, je dis bien entre guillemets les corps, pour arriver en haut de la pyramide. Et c'est pas rabaisser ma fave que de dire ça, parce que autant musicalement, pour moi elle est parfaite, autant humainement, c'est impossible qu'elle le soit. Tu n'arrives pas à ce niveau-là en faisant que du propre sur ton chemin, il y a obligatoirement du sale. Parce que l'un des faits qui revient le plus au niveau de Jay-Z et Beyoncé, c'est qu'ils ont fait disparaître beaucoup de carrières pendant leur ascension. Jay-Z, dans un de ses sons qui disait « Follow my steps is the road to success », à chaque fois que j'écoute, j'ai juste envie de dire « Are you sure, bro ?» Parce que si je follow tes steps, en fait, potentiellement, peut-être que je vais disparaître du monde de la musique. Et c'est un feu qui a été relancé à l'été 2022, quand dans sa story Instagram, Azealia Banks a ouvertement attaqué Beyoncé à la sortie de l'album Renaissance, qui est un album très disco, funk et tout ça, et où Azealia Banks disait que Beyoncé est en train de vouloir éteindre les carrières d'autres personnes, comme elle le fait depuis toujours. Donc bien sûr, la discussion s'est rouverte sur ce sujet-là. On a l'exemple de Chloé Bailey, vous savez, c'est l'une des sœurs Bailey, il y a Hall et Chloé, et cet exemple est très souvent mis en avant, et au final, je l'ai trouvé tiré par les cheveux pendant très longtemps, et maintenant je trouve que il fait sens l'exemple. En effet, donc les sœurs Bailey, elles ont été repérées en 2012 par Beyoncé, c'était juste après leur reprise de Pretty Hurts, elles avaient posté la vidéo sur YouTube, ça a fait un carton plein, et 2 ans après, elles sont toutes les deux signées chez Parkwood Entertainment, qui est la boîte de prod
le label de Beyoncé. Et derrière ça, tu peux juste te dire une chose, c'est que ces filles-là, elles vont exploser. C'est des filles qui sont prises sous la coupe de Beyoncé, c'est sûr et certain qu'elles vont exploser. Moi, je m'en rappelle, je crois que c'était sur Under Run, en tout cas, ce Stade de France, elles ont fait leur première partie, il y avait les Twins qui, eux, dansaient aussi en première partie et tout. Je me suis dit, non, c'est sûr, elles vont exploser, regarde comment les Twins, leur carrière est devenue folle depuis qu'ils taffent avec Beyoncé. Pour les filles, c'est certain. Alors, comment ça se fait que Beyoncé ne mette jamais en avant la carrière de Chloé? Hall, à la rigueur, elle est beaucoup moins, je trouve, au travail, même si on l'a vu dans Petite Sirène, c'était génial. Mais pour le coup, sa sœur Chloé, elle est beaucoup plus prolifique en matière de projets musicaux. Ils sont pas mis en avant par Beyoncé. Alors que quand sa daronne, là par exemple, je le sais, parce que j'ai vu sa story Instagram récemment, quand sa daronne va juste sortir un bouquin, je sais même pas de quoi il parle, et il sort en avril 2025, elle nous en parle là, en octobre 2024. Mais les projets de Chloé, waouh! Et c'est aussi hyper étrange que on n'ait jamais vu de grosses modifications de l'image médiatique de Chloé dans la mesure où on a eu beaucoup de problèmes sur Twitter surtout, parce que pendant une très longue période, il y a 2 ans et 1 an et demi à peu près, elle postait donc des vidéos d'elle en train de faire des tentatives de son, des petites idées qu'elle avait ou des reprises ou des trucs, pas de souci. Tu mets une actu, tu chantes, t'es une chanteuse. Sauf que c'était toujours hyper sexualisé. C'était des poses hyper suggestives, des tenues très suggestives, des manières de chanter, des regards, tout était trop, et tout le monde était assez malaisé parce que on laissait de côté son talent et on mettait uniquement le sexuel en avant. Et on n'a jamais compris comment ce se fait qu'elle soit signée chez Parkwood Entertainment et que derrière, Beyoncé qui tient sa propre carrière mais d'une manière hyper pro, tout son marketing, son image de pub, tout est travaillé à la seconde près. Genre le moindre mot qui sort de la bouche de Beyoncé est calculé, le moindre move qui est fait est calculé. Mais comment ça se fait que Chloé Bailey, toute sa carrière, on dirait qu'elle soit gérée par un stagiaire qui était de passage là-bas, et en fait c'est le contact, c'est la nièce ou le neveu de quelqu'un en fait. Et donc ouais, ça laissait aussi penser que même du côté de Chloé Bailey, Beyoncé pourrait éradiquer une espèce de potentielle concurrence déjà dans l'œuf. Et justement pour imager ce côté un peu castrateur que Beyoncé pourrait avoir, il y a pas mal de personnes qui prennent l'exemple de Solange Knowles, donc la petite sœur de Beyoncé. On sait très bien, Solange le sait, qu'elle a un style qui est totalement différent de celui de Beyoncé, et ça c'est pas un reproche parce que je vous invite à écouter son album A Seat at the Table. Solange est très talentueuse. Elle a ce côté justement qui est pas mainstream, qui est beaucoup plus expérimentaliste, mais elle sait surtout qu'elle évolue dans l'ombre de sa sœur. Que jamais il est possible que Solange Knowles arrive au niveau de fame, au niveau de reconnaissance sur la scène musicale que sa sœur Beyoncé a pu acquérir. Et énormément de personnes parlent du fait que bah oui, Beyoncé ne pousse pas sa sœur, Beyoncé ne met pas en avant les projets de sa sœur. Là-dessus, je vais mettre un gros bémol. Il y a certaines accusations sur lesquelles je suis tout à fait d'accord, et d'autres sur lesquelles je vais quand même mettre un petit bémol, parce que de ce côté-là, j'ai envie de vous dire, on sait pas du tout ce qui se passe. Est-ce que Solange a peut-être dit à Beyoncé un jour, on ne fait pas les mêmes choses, et je veux que ma carrière, ce soit ma carrière, déjà on a le même nom de famille, on a la même tête, frère, mais est-ce que ma carrière, peut-être à moi, ne me met pas en avant, j'ai envie que tout ce que je reçoive, et bah ce soit honnête, et que je l'ai vraiment gagné. C'est une énorme possibilité. Il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça, et donc ça, je ne peux pas vraiment parler là-dessus. Parce qu'en soi, je la vois partager des trucs de sa sœur de temps en temps, elles sont hyper souvent ensemble, elle l'a fait venir sur scène un nombre de fois incalculable, donc bon. Mais alors par contre, la carrière de Tierra Mary, beaucoup la connaissent pas, ou beaucoup la connaissent uniquement pour Love and Hip Hop, alors qu'elle est basée dans la musique. Cette carrière-là, on ne peut pas avoir de doute. Là, Beyoncé et Jay-Z font tout à fait partie de l'élément déclencheur de la disparition de Tierra Mary sur la scène musicale. Et ce qui va vous sembler assez fou dans ce que je vais vous raconter, c'est qu'en fait, cette fille-là aurait dû avoir la carrière de Rihanna. Parce qu'en effet, Tierra, elle avait signé auprès de L.A. Reid, qui est ni plus ni moins que la personne qui a créé la carrière de Pink, d'Avril Lavigne ou encore de Ciara, de plein d'autres mondes, hein. Il y a aussi TLC derrière, il y a vraiment trop de monde. Et donc quand elle a signé chez Roc Nation auprès de lui et avec Jay-Z, à ce moment-là, c'est simple. Tout le monde sait déjà qu'elle est talentueuse. Tout le monde adore sa tête, tout le monde adore sa vibe, tout le monde adore sa voix, elle signe chez des gros noms, elle va péter, messieurs dames. Mais vraiment, c'est-à-dire que tout le monde la voyait comme THE étoile montante dans le R&B. Jusqu'au moment où, au début des années 2000, on a Jay-Z et L.A. Reid qui reçoivent la démo d'une certaine Barbadienne qui s'appelle Robin Fenty et qui demande à se faire appeler Rihanna. Et dès qu'ils voient sa démo, ils se disent non, il y a un truc à gratter sur cette meuf. Il faut absolument qu'elle vienne à New York et qu'on la fasse enregistrer ici pour voir ce qu'elle vaut en live. Et entre autres, si je me trompe pas, c'était pour Pon de Replay, et direct, ça a été un coup de cœur. Et encore heureux, parce que bon, vu ce qu'elle vaut, heureusement. Mais donc le souci derrière ça, c'est quoi? C'est que malheureusement, c'est un milieu où j'ai pas envie de vous
dégoûter un peu si vous voulez être dans le monde de la musique, mais c'est pas tout le monde qui peut manger. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas être sous le spotlight en même temps, et je pense que c'était des époques où c'était encore plus difficile parce que c'était géré par vraiment limite une poignée de personnes. Et à ce moment-là, c'est simple, le choix il s'est axé sur Rihanna, et Beyoncé et Jay-Z ont énormément appuyé le choix de Rihanna pour que tout ce que Tyra Murray, toutes les couves qu'elle devait avoir, toutes les interviews, tous les plateaux, toutes les opportunités justement pour tourner les clips et tout ça, pour que tout aille entre les mains de Rihanna à la place. Ce qui fait que très rapidement, bien sûr, Tyra Murray, elle se retrouve au 45e plan de sons qui sont en haut des charts. Elle ne sort quasiment rien, et doucement mais sûrement, elle a disparu du monde de la musique. Et je vous dis ça, c'est déjà très triste, mais c'est même pas la plus grosse victime du couple Carter-Knowles. La plus grosse victime, et cette victime me fait très mal au cœur, pourquoi ? Parce que c'est une chanteuse que j'affectionnais tout particulièrement, et on m'a dit un milliard de fois qu'on se ressemble de ouf. C'est Keri Hilson. Comme à peu près tout le monde, moi je l'ai connue donc en 2007, j'étais au primaire, et je m'en rappelle, à ce moment-là, toute petite, je suis là en mode « Oh, le son est trop stylé », c'était le feat de Where I Are avec Timbaland, qui la prend sous son aile, pile à ce moment-là, à mon avis, il a capté le talent, il a senti le truc, parce qu'encore une fois, c'est une meuf qui est belle, c'est une meuf qui bouge bien, qui s'habille bien, bon, pour l'époque, qui est toujours dans la trend et tout ça, et en plus, elle a une voix qui est grave cool, donc let's go. Et elle enchaîne assez rapidement, on a Pretty Girls Rock qui sort, et dans la foulée, on a le très fameux, et qui est un son que j'adore, Knock You Down, en feat avec ni plus ni moins que Kanye West et Ne-Yo. Elle, Keri Hilson, qui en fait au début de sa carrière écrivait pour toutes les autres filles, à savoir du Ciara ou Britney Spears, elle se retrouve enfin sur scène. Genre c'est enfin elle derrière le micro. Même si on pouvait s'y attendre, elle explose dès son arrivée. Sauf que Keri Hilson, elle a un défaut, et beaucoup de personnes en ont beaucoup parlé, c'est le fait de ne pas savoir tenir sa langue. Et quand en 2010, elle sort son deuxième album, No Boys Allowed, qui étrangement ne débute même pas dans le top 10, les médias saisissent l'occasion pour lui rappeler « Hey, c'est pas toi qui t'étais moqué de Ciara par rapport à exactement la même chose il y a pas longtemps du tout ?» Et justement, c'est ce que certains donc appelleraient ce franc-parler, qu'on peut aussi appeler du manque de respect, qui va lui faire beaucoup d'ennemis, mais qui va surtout lui faire Beyoncé comme ennemi. Et si tu as Beyoncé comme ennemi, j'ai pas besoin de nous expliquer que tu as également Jay-Z comme ennemi, donc ça pue pour toi. Et malheureusement pour Keri Hilson, le fait que No Boys Allowed ne soit pas rentré dans le top 10, ça a été le début de la fin. Pourquoi ? Parce que son label, qui est un des labels qui pue le plus du monde, Interscope, a décidé de la lâcher à ce moment-là en se disant « les chiffres ne nous plaisent pas ». Donc comme je vous ai dit, Timbaland l'avait pris sous son aile. Elle a tenté de se ragripper à Timbaland qui lui partait chez Roc Nation et donc signé avec Jay-Z. Mais à ce moment-là, Timbaland lui a dit en fait... Je peux pas parce que je suis obligée de choisir Jay-Z, et d'un autre côté on avait donc Jay-Z et Beyoncé qui bloquaient tous les contrats et toutes les sorties potentielles de Keri Hilson, qui doucement mais sûrement s'est retrouvée empêtrée dans des batailles judiciaires et a fini par ne plus rien faire. Parce que c'est simple, ça a été juste la volonté de Jay-Z et Beyoncé d'anéantir sa carrière, et sa carrière a été anéantie. Peut-être qu'il s'est passé des choses dont on n'est pas au courant, peut-être qu'il y a eu des choses graves, ou peut-être juste que Keri Hilson était très forte et que Beyoncé la voyait comme une potentielle threat, et qu'il fallait donc que sa carrière parte. Je vais passer assez rapidement au-dessus d'une autre accusation, parce que celle-ci, on attend encore de savoir, et je pense que malheureusement, on n'aura jamais la réponse. C'est autour de Jeffrey Epstein. Je vous ai fait 2 vidéos, si je me trompe pas, sur Jeffrey Epstein. Ce monsieur très riche, très connu, qui en fait avait tout un système de trafic d'humains, et surtout trafic sexuel, et surtout des mineurs, enfin bref, très très sale. Là je vous fais la grande ligne, il y a aussi Netflix qui a plusieurs épisodes, mais regardez mes 2 vidéos sur lui. Et donc à savoir que Jeffrey Epstein était pote avec tout le monde. Tous les plus grands de ce monde, dans la politique comme dans le show business, Epstein était proche de tout le monde. Du prince de Monaco à la famille royale d'Angleterre, en passant justement par tous les gens d'Hollywood, il avait tout le monde dans son carnet. Et entre autres, il possédait une île privée, sur laquelle quasiment tous les gens d'Hollywood ont été un jour. Alors cette île-là, lui entre autres, on sait maintenant qu'il y a emmené à plusieurs reprises des personnes mineures en participant à tout son délire horrible de pédobar. Mais il y a une liste qui était sortie de gens qui ont été invités par Epstein. Et entre autres, il y avait le nom de Jay-Z et Beyoncé, tout comme il y avait le nom de quasiment toutes les autres personnalités de cette planète. Mais de ce côté-là, là où on saura jamais la réalité, et c'est pour ça que j'invite toujours les gens à prendre énormément de pincettes, parce que on ne peut pas spéculer sur des choses aussi énormes que ça, c'est que les gens qui étaient invités là-bas n'étaient pas obligatoirement invités quand il était là. C'est des gens à qui il proposait, enfin la majeure partie même en gros, prends les clés, t'as le droit, il y a personne, c'est une île privée, il y aura pas de paparazzi, il y aura aucun autre humain qui peut te tomber dessus pour prendre un selfie ou pour te stalker ou je sais pas quoi. Et donc énormément de célébrités ont profité de ça pour pouvoir un peu s'isoler. Ça ne veut pas dire
qu'il se passait quelque chose. Tout comme ça ne veut pas dire qu'il ne se passait pas quelque chose. Mais là-dessus, j'ai toujours préféré prendre énormément de pincettes, parce que malheureusement, je pense qu'on n'aura jamais la réponse. Mais donc, aujourd'hui, si là je vous parle de notre cher power couple et si l'actualité en parle énormément, ce n'est pas pour rien. Avec le lancement de toute la procédure autour de P. Diddy dont je vous ai parlé dans 3 vidéos, tout l'entourage de la star du rap est bien entendu passé au peigne fin et c'est tout simplement logique. Et sous ce peigne fin, il y a aussi des accusations qui sont ressorties contre Beyoncé, la mort de la chanteuse Aaliyah. Il semblerait que tous les zinzins du village y se soient reconnectés à nouveau pour dire qu'en 2001, c'est sûr et certain que c'est Beyoncé qui a orchestré la mort de la chanteuse parce que Beyoncé ne voulait pas voir Aaliyah exister, sinon Beyoncé ne pouvait pas avoir de carrière, ou bien que dans leur pacte avec le diable, c'est une seule des deux qui pouvait exister. J'ai vu plein de choses. Encore une fois, c'est des accusations très lourdes, il faut faire très attention avec ça. Mais c'est pour ces raisons-là que leurs noms sont ressortis. Et ça, quand bien même c'est absolument zinzin, moi il y a une chose sur laquelle je suis en attente aussi des réponses, c'est les liens de Jay-Z et Beyoncé avec P. Diddy, parce que ça par contre, se pencher là-dessus, ça fait totalement sens. Quand on sait à quel point Jay-Z était proche de P. Diddy comme de R. Kelly, on peut se demander très facilement, en fait, à combien de pourcents Jay-Z est impliqué dans toutes ces choses horribles. Et aussi, potentiellement, à combien de pourcents Beyoncé, qui est l'épouse de Jay-Z, serait impliquée dans toutes ces choses horribles. Parce que bien sûr, on n'est pas responsable des actions de notre entourage, mais la question peut se poser. Ces 3 hommes, c'est depuis les années 90 qu'ils étaient amis, collègues plus. Et même si à l'époque des Destiny's Child à côté, le père de Beyoncé, qui était leur manager, Matthew, ne laissait jamais les filles seules en studio avec R. Kelly, qui nous dit qu'une fois que Beyoncé est arrivée à un autre niveau, elle-même ne prend pas part à ce truc-là? Ou qui nous dit juste aussi, que Beyoncé est au courant? C'est-à-dire que Beyoncé n'est pas obligée de prendre part à toutes ces choses immondes, mais Beyoncé peut être au courant, et peut choisir juste de se taire, et de continuer sa vie comme si de rien n'était. Parce que comme disait 50 Cent dans un épisode de The Enthusiast podcast récemment, le silence de beaucoup de stars sur ce sujet-là est quand même très incriminant, on dirait. I also didn't participate. I also didn't go to those parties. Yeah. So a lot of the celebrity culture that you don't hear saying anything is because they participated to a degree. Parce qu'entre toutes les white parties de Diddy, les brunchs de Roc Nation, ainsi que tous les événements incalculables depuis les années 90, je veux dire, Beyoncé, Jay-Z, Diddy et R. Kelly, si on veut le ramener même carrément dans le truc, ont passé tellement de temps ensemble. Surtout Jay-Z et Diddy pour le coup. Et à mon sens, ça me semblerait très bizarre qu'après genre 20 ans d'amitié, tu te sois jamais rendu compte, à aucun moment, du caractère illégal, pervers et tordu du comportement d'un de tes meilleurs potes. Même si, encore une fois, comme je vous l'ai dit, ce sont des spéculations. Pour l'instant, ça ne peut être que des spéculations, parce que tous les gens qui se sont rendus aux soirées de P. Diddy n'ont pas obligatoirement participé. Il y a des gens qui sont venus, qui ont fait la fête et qui sont repartis. Tout le monde ne participe pas au back room, parce que bien sûr il y avait les soirées, mais vous le savez, il y a la soirée dans la soirée, et lui pour le coup, c'était la soirée dans la soirée de la soirée de la soirée. Donc bien sûr, les listes d'invités qui peuvent tourner ne veulent absolument rien dire, et surtout que dedans, il y a aussi des potentielles victimes, donc il faut éviter de faire tourner ça à tout va. Mais par contre, moi c'est là où la question se pose réellement, et ça je vais attendre parce que les avocats qui sont sur l'affaire sont en train d'être tous unanimes, des noms vont tomber, et des noms qui vont surprendre beaucoup de personnes, et qui vont continuer à faire s'écrouler tout ce système un peu hollywoodien qui était cette caste supérieure des gens qui nous regardent de haut. Et j'ai hâte parce que si le nom de Beyoncé est dedans, à aucun moment je ne la défendrai parce qu'elle sera indéfendable. Et je ferai comme pour chaque autre personne, comme pour R. Kelly, comme pour Chris Brown, on ferme le dossier, cette personne n'existe plus dans tes playlists et tu passes à autre chose. Parce que comme je vous ai dit, c'est un sujet qui est tout sauf à prendre à la légère. On est sur quelque chose où obligatoirement il y a des stars qu'on connaît qui étaient à fond dans ces délires-là. Qui, on ne sait pas. Mais le doute sur Beyoncé et Jay-Z ne peut qu'être exprimé. Pour l'instant, on ne peut pas juger. On ne peut pas juger parce que nous ne sommes pas juges. Donc on peut pas juger, ok? Mais on peut émettre des hypothèses. On peut parler de potentielle culpabilité. On peut se poser des questions. Et on peut être fan d'une personne et aussi être à même de se rendre compte de ce qui peut se passer réellement derrière. Et c'est pour ça tous les potentiels membres de la Beehive, dont je fais partie à l'origine, s'il vous plaît, tenez-vous en commentaire, sinon je vais vous bloquer. Parce qu'on peut très bien être fan d'une personne et prendre le recul nécessaire pour se dire il y a des choses qui puent et c'est très bizarre. Parler de toutes les carrières détruites sur le chemin de Beyoncé, on peut en parler. Les spéculations autour de la mort d'Aaliyah, ça c'est autre chose, c'est des accusations très graves. Par contre, le fait que réellement il y ait des personnes comme Tierra Mary ou encore Kerry Hilson, là oui, c'est que la réalité. Mais par contre, s'il vous plaît, tenez-vous, nous sommes entre adultes.
je crois. Mais donc voilà pour moi aujourd'hui. Ça a été plus long que je pensais. C'était beaucoup plus long que je pensais. J'espère que ça vous a plu, que ce soit sur YouTube comme sur le podcast. J'ai dit ce que j'avais à dire. Voilà. J'ai dit ce que j'avais à dire parce que Beyoncé n'est pas blanche comme neige. Et c'est pas parce que j'écoute sa musique qu'elle l'est. Voilà, ça ne la rend pas, ça n'en fait pas un dieu, comme le son qu'elle a fait en feat avec Eminem, Walk on Water, à plusieurs reprises, ils le disent, nous ne sommes pas des dieux et on aimerait que les gens arrêtent de nous considérer comme tels, ce sont des humains. Donc qui dit humain, dit du vice, dit des choses négatives, dit tout ça, et il faut pouvoir ouvrir les yeux. C'est pas parce que ce sont vos faves qu'il faut vous mentir à vous-même. On sort de ce truc-là, s'il vous plaît. Mais si jamais l'épisode ou la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager ça, à mettre un like, à mettre 5 étoiles au podcast, nanana. Et je vous invite à faire un tour dans les sources qui sont en barre d'infos. Je vous ai mis tous les liens comme d'habitude, parce qu'on source ces recherches, messieurs, dames, ok. Les allégations avec juste les threads Twitter, ça suffit. C'était bon pour 2015, ça. Et sinon, je vous fais de gros bisous, et on se dit à très bientôt les nighties et mes poulets. Peace, guys.